Bien, c'est officiel, c'est tellement mérité, c'est le fruit d'une application permanente, d'un art consommé de la recherche de l'attention, de l'impact, de la percussion, par la provocation, la saturation de l'espace numérique, l'outrance parfois aussi. Et c'est donc acté par la grâce d'une couverture aussi sophistiquée qu'élégante sur papier brillant. Elon Musk est l'homme de l'année 2021 selon Time Magazine. C'est comme un emblème de plus de l'espèce de fascination qu'exerce cette personnalité présentée par ses apologistes comme le sauveur de l'humanité, qu'il ambitionne de transplanter sur Mars. Elon Musk, néanmoins, est le nom propre d'une entreprise collective, et sans doute pas collectivisée. Le nom propre résumant un stade du capitalisme néolibéral contemporain, financiarisé, cherchant des marges et des leviers d'accumulation sur les segments construits et promus comme les plus profitables de l'économie actuelle, entre autres les énergies et les mobilités dites soutenables, des voitures électriques et soi-disant propres, ou aussi l'espace, on va en parler aujourd'hui évidemment, par l'entreprise SpaceX qu'il a fondée il y a près de 20 ans, très installée maintenant, par un programme donc, de lanceurs subventionnés visant à banaliser l'accès à l'espace circumterrestre. Son extension par le système Starship, dont on voit les explosions très spectaculaires en ce moment au Texas, est censé retourner sur la Lune et surtout voyager vers Mars. Mais encore, et selon un modèle d'affaires compliqué à mettre en œuvre pour assurer sa rentabilité économique, sans doute on va en parler aujourd'hui, le projet Starlink, du nom de la filiale de SpaceX, dont l'objectif est de déployer un large système de télécommunications spatiales assurant censément un service Internet à haut débit, à faible latence, et si l'on en croit les plaquettes publicitaires, bon marché, et à l'échelle du globe, pour qui aimerait s'y relier. Alors ce projet, comme d'autres qui lui sont concurrents, pas mal d'autres systèmes qui sont aujourd'hui en cours de déploiement, même virtuel, s'est développé de façon fracassante, rapide, pas le temps de transiger selon ces modèles se revendiquent de la Silicon Valley, de la disruption de l'économie numérique. Le déploiement des premiers trains de satellites sont réalisés à partir de fin 2019, à chaque fois avec ces trains de dizaines de satellites qui se déploient de façon très visible dans le ciel. Et tout ça s'est succédé avec une implacable régularité depuis lors. Environ 1700 satellites sont désormais à poste, selon les calculs officiels, et ce n'est qu'une étape vers la complétion de ce système. Le service pourrait compter 12 000 satellites en fin de déploiement vers 2025. Il y a 42 000 licences. Alors, si les utilisateurs du service bêta en ont perçu l'intérêt, en termes de connectivité, tout le monde n'a pas été enthousiasmé par cette croissance accélérée. Les astronomes professionnels et amateurs ont rapidement réagi. Des clichés ont circulé. Ça, c'est le mien. Je suis assez fier de moi. Moi, j'ai un peu triché. J'ai vraiment attendu qu'il passe pour le faire. Mais en tout cas, les voici, ces fameux trains. C'était un soir de, je sais plus quand, en avril dernier. Donc, ces clichés ont circulé. C'est devenu d'ailleurs un art que de partager ces clichés, notamment sur les réseaux sociaux numériques, mais aussi dans la presse, attestant un début d'obstruction du ciel observable. Ça frappe la rétine, ce genre d'image. La prolifération des dites méga-constellations et l'accaparement légalisé par les États des orbites qui l'accompagnent a fait craindre un saccage écologique depuis le pôle des communautés d'observatrices et observateurs. Une réponse s'est alors organisée, scientifique et politique, diplomatique, etc. Et c'est cette scène disputée dont cette séance vise à restituer et à comprendre les diverses implications. Merci Arnaud. Donc, je prends la casquette de l'astronome et justement pour les représenter, puisqu'il y en a un certain nombre ici aujourd'hui d'astronomes. La communauté s'est donc bougée et se bouge d'ailleurs de plus en plus pour préserver le ciel comme donc une fenêtre ouverte sur le cosmos. Donc ça renoue avec une tradition assez ancestrale de contemplation du ciel. Et alors, elle le fait, Arnaud l'a dit, en établissant déjà scientifiquement l'état des dégâts, que sont donc les effets de grappes de satellites, mais aussi il y a d'autres effets, d'autres pollutions, comme les effets du réchauffement climatique sur les observations. Et donc, Faustine Cantaloupe nous parlera de ces deux aspects, et Roland reviendra aussi sur la pollution qu'a entraîné Starlink, notamment.
Et puis cette mobilisation prend aussi une forme plus politique, notamment au niveau international via l'Union astronomique internationale. Et donc ça, c'est Éric Lagadec, qui est président de la Société française d'astronomie et d'astrophysique, qui va nous parler de cette mobilisation de la communauté internationale. Et puis c'est également une occasion qui est quelque chose d'assez original dans la communauté astronomique, c'est celle de resserrer les liens avec les astronomes amateurs. Donc c'est vrai qu'à côté des astronomes professionnels, il y a tous ces amateurs et qui subissent aussi ces nouvelles pollutions. Et donc ça, c'est quelque chose dont nous parlera Fabrice Mottet. Alors, parmi les orateurs, vous l'avez noté, nous n'avons pas de ce qu'on appelle des astronauticiens, c'est-à-dire des industriels de la fabrication des satellites. Alors, c'est pas faute d'avoir essayé de les inviter, mais ces sujets sont des sujets qui sont sensibles d'un point de vue économique, d'un point de vue stratégique, et donc ils n'ont pas la liberté de parole que des scientifiques, dont les scientifiques peuvent jouir. Donc, s'il y en a dans la salle, en tout cas, on sera ravis de prendre leurs questions, ou s'il y en a en ligne et qui veulent réagir, ce sera aussi avec plaisir qu'on les laissera s'exprimer également. Voilà, donc je laisse donc la parole à nos orateurs. On va commencer par une oratrice, donc Faustine Cantalou. Voilà, et juste pour compléter du point de vue du déroulé, donc chaque conférence dure à peu près 30 minutes, 35 minutes. Quelques petites questions, éventuellement de précision, s'il y a des détails qui ne sont pas complètement clairs. Et elles s'enchaînent après une discussion collective. On fait une pause et on enchaîne pour la deuxième séquence qui viendra après.